Vous l'avez demandé et il est là. Mike Loranger est de retour sur ma chaîne pour parler de lumière, parler de métabolisme, répondre à tout un tas de questions que vous avez posées sur YouTube, sur Instagram, dans mon groupe Métabolisme. Donc aujourd'hui, on va vraiment aborder plein de sujets passionnants. Est-ce qu'on peut améliorer ou corriger sa vue avec la lumière, la vitamine D, le soleil et les taches brunes, les UVA, les UVB, les lumières rouges, les infrarouges et même les EMF, les champs électromagnétiques. Je suis vraiment super impatiente que vous découvriez cette interview et puis fière de vous la délivrer aujourd'hui. Juste avant qu'on commence, comme on va parler de certains produits de chez Vivarese, des lunettes, des écouteurs, des choses comme ça par-ci par-là, si vous êtes intéressé par les produits, vous avez toujours moins 15% sur le site de Vivarese avec mon code SUPERKETO. Et bonus, la marque a créé un bundle à mon nom, le Super Keto Special Bundle ou je ne sais plus quoi, où vous avez une super réduction avec mes favoris. Normalement, s'il n'y a pas eu de modification, dans ce package vous allez trouver les lunettes de jour en modèle Dusk, les lunettes de soirée en modèle Aviator, puisque c'est les nouvelles que j'ai et que j'adore, et les écouteurs sans EMF. Vous avez une super réduction sur cet ensemble. Je vous mets tous les liens en barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je profite de cette parenthèse pour vous annoncer aussi que dimanche prochain, à 20h, on fait un live ensemble sur YouTube. Il n'y en a pas eu le mois dernier parce que j'ai été indisciplinée. Cette fois-ci, je vous fais le live. On va parler de cheveux parce que le sujet de la chute de cheveux, c'est un sujet qui apparemment se pose beaucoup dans la sphère cétogène low carb. Si vous avez des questions que vous avez à poser à l'avance, vous aurez pareil un petit lien en barre de description pour me laisser votre question si vous n'êtes pas sûr d'être là au moment du live. Et sinon, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 20h sur YouTube. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et maintenant, je vous laisse profiter du podcast. Eh ben, salut Mike! Bonjour Joanne, très content d'être de retour. C'est moi qui suis trop contente de te recevoir parce que à chaque fois que tu viens, je mets en place de nouveaux trucs après, et je pense qu'il n'y a pas que moi. Et on met en place de nouveaux trucs, tu vois, et on essaye de faire plus de lumière, et puis, en fait, je pense que quand on fait ça, et qu'on change ses habitudes et tout, et que le podcast, il est derrière toi, tu vois, tu l'écoutais, mais il est derrière toi, d'un coup, t'es assailli par tes doutes d'avant. Tu vois, t'es assailli par tes croyances d'avance, que les gens te disent « Ah, mais c'est dangereux d'aller comme ça au soleil, mais ça va pas ». Et en fait, t'es perdu entre tes anciennes croyances que tu veux plus avoir et que t'as pas encore la science bien solide pour... tu vois. Et du Je coup, comprends ce que tu veux dire. tu vois, et ça génère des questions. Et du coup, à chaque fois, je suis contente que tu sois là parce que moi, ça me relance. Je pense que les gens, ça les relance. C'est une bonne idée de réécouter l'information parce que, comme Ouais. tu viens de dire, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on a appris. Et ouais. Puis, c'est quand même une information qui est complexe, donc c'est normal d'avoir besoin d'écouter plusieurs fois pour que vraiment ça rentre puis qu'on comprenne pourquoi c'est important. Non, mais c'est sûr, moi, je pense que chaque épisode, que ce soit avec toi ou avec Rudy, j'ai tout écouté au moins 3 fois. Et je suis sûre que si j'écoutais une quatrième, je qu'il y a des choses qui cliqueraient. En tout cas, les questions que je vais te poser aujourd'hui, c'est... Il y a beaucoup de questions qui viennent pas de moi, qui viennent vraiment des gens, et que j'ai récoltées par-ci par-là, dans mon groupe Métabolisme, sur YouTube, sur Instagram, il y en a aussi qui sont de moi. Et peut-être que ça sera des fois redondant avec ce que tu as déjà dit, mais je pense que si la question revient, c'est que les gens, soit ils sont pas sûrs de ce qu'ils ont entendu, soit ils voulaient plus. Enfin voilà. Donc j'espère que tu m'en voudras pas si c'est des fois redondant. Non, c'est parfait, ça me fait plaisir de faire des précisions. Cool. Bah, en ce moment, c'est la saison. On a tous des UVB et il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'était intéressant pour leur santé de s'exposer à ces rayons UVB pour avoir, entre autres, pour synthétiser de la vitamine D, mais pas que. Mhm. Et entendant tes podcasts, ils ont entendu que c'était bien de se préparer à ça avec le lever de soleil. Mais c'est un peu confus. Est-ce que tu pourrais revenir là-dessus, c'est-à-dire expliquer en quoi voir lever de soleil, c'est important pour ce moment-là, enfin, tu vois, et comment ça prépare le reste. Ouais. Dans le fond, le spectre solaire, ce que le soleil émet, ça va varier de rayons UV à les couleurs, la lumière visible, ce qu'on est capable de voir, jusqu'à infrarouge. Ok. Puis, dépendamment du moment de la journée, puis de la saison, il n'y aura pas la même proportion de chacun de ces trois éléments-là. Fait que quand vous vous levez avec le lever du soleil, il y a 42-43% du spectre qui est infrarouge. Il y a un équilibre de bleu, jaune, orange, rouge, puis il n'y a pas d'UV. Donc, la présence d'infrarouge puis de rouge importante le matin va venir préparer votre peau et votre corps à l'apparition des UVA puis des UVB qui vont arriver plus tard. C'est pour ça que c'est important de s'exposer le matin
pour avoir la préparation solaire nécessaire à l'apparition des UV. Fait que souvent, les gens qui vont avoir des expériences négatives, comme des coups de soleil facilement ou des taches de peau en lien avec les rayons UV, c'est parce qu'ils n'auront pas préparé leur peau de la bonne façon. Fait que ça va être des gens qui sortent jamais le matin, qui vont sortir vers midi, 1 heure, quand les UVA, UVB sont très forts. Fait qu'ils n'ont pas la préparation nécessaire pour bien les tolérer. Même l'hiver, il y a beaucoup d'infrarouges dans le spectre solaire. Ok. Par contre, ça va permettre à votre cerveau de comprendre que plus tard, il va y avoir des rayons UV qui vont apparaître et donc de se préparer. Fait que c'est comme si votre cerveau, c'est une tour de contrôle puis d'un aéroport, par exemple, puis savoir que le spectre solaire change constamment, ça lui permet de bien coordonner les arrivées puis les départs au niveau des avions. Hmm. Si Ah oui. vous Si vous vous exposez uniquement au soleil en plein milieu de la journée ou à des écrans artificiels toute la journée qui représentent le spectre solaire de midi, ben c'est comme si votre tour de contrôle est mélangé puis tous les avions essaient d'atterrir puis de partir en même temps. Ça crée du chaos, puis en biologie, du chaos, c'est de l'inflammation. Fait que c'est Hmm. pour ça qu'avoir un signal différent qui change constamment au niveau de la journée, c'est important. Ah oui, je sais plus, je crois que c'est toi qui disais bah, que justement le lever de soleil, c'est quand même une transition, que ça change vite. La... Ouais, ça change vraiment très vite, surtout Mhm. dépendamment de votre latitude. Fait que si, exemple, vous vivez à l'équateur, ben 365 jours par année, vous avez 12 heures de soleil, 12 heures de noirceur. Pour moi qui est au Québec, là, le solstice d'été vient juste de passer, ben, le soleil va se lever à 4h45 puis il va se coucher vers 9 heures. Fait que l'apparition des UV est beaucoup plus tôt pour moi en ce moment que quelqu'un qui vit en équateur parce que j'ai plus longtemps de soleil par rapport à eux en ce moment. Même chose l'hiver. Moi, je vais avoir moins de soleil que ceux qui vivent en Équateur. Fait que l'apparition des UV au Québec va arriver plus tard que l'apparition des UV en Équateur l'hiver. Quand on arrive, quand on passe le lever du soleil et qu'on arrive aux UVA, UVB, etc., il y a toujours, t'as dit, il y a toujours des infrarouges et il y a toujours du rouge. Mhm. Mais peut-être, est-ce que c'est dans des proportions, dans des quantités qui sont suffisantes pour balancer, par exemple, la potentielle oxydation qui se crée quand on est exposé aux UVB? Oui et non. Si vous n'avez pas été exposé au infrarouge avant l'apparition du UVB, du VA, ben, la protection ne sera pas la même. Hmm. Autre chose importante à savoir, c'est que s'exposer au soleil matinal, ça va faire une réponse de cortisol de réveil importante. Fait que le moment où vous voulez avoir beaucoup de cortisol dans la journée, c'est le matin. C'est ce qui vous permet de vous réveiller puis de vous mettre en mouvement. Et le cortisol, c'est aussi un anti-inflammatoire. Donc, ça va Ouais. également aider à tolérer les UV plus tard. Ça fait partie des mécanismes que votre corps met en place pour tolérer l'oxydation causée par les UV. Ah ok, bah, tu vois, ça je ne savais pas. Et l'autre chose, c'est que l'infrarouge, tôt le matin, va activer votre production de mélatonine, qui est une hormone qui aide à dormir, à avoir un sommeil réparateur, mais c'est aussi une hormone importante pour la protection de votre peau. Fait que vous exposer aux infrarouges le matin vous donne naturellement une protection solaire équivalente à un SPF 15. Ah ouais. Donc, si vous sortez le matin, vous avez déjà une production de crème solaire interne, si on veut. Hmm. Et qu'on n'a pas forcément besoin de remettre toutes les 1h30. Exactement. Surtout que Et la crème solaire va vous empêcher de faire de la vitamine D, puis la vitamine D vous aide à tolérer le soleil. ouais, Alors attends, parce que du coup ça me génère une autre question, mais juste avant qu'on y passe, est-ce que il y a une minimum effective dose de lever de soleil pour avoir ces bienfaits? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut faire les 45 minutes? Est-ce que 15 minutes suffisent? Même 5 minutes vont faire une différence. Plus vous avez de symptômes, moins vous êtes en santé, plus vous devez l'extensionner pour vraiment aller chercher un maximum de bénéfices. Population générale, 20 à 30 minutes, c'est déjà une très bonne cible à atteindre. Ouais, ouais. Puis après, c'est comme tu disais la dernière fois, quand on commence à être réglé sur ce rythme-là, on arrive avec moins à avoir les effets. Mhm. Mais Exact.
moi, j'ai l'impression que pour moi, perso, 5 minutes, c'est un peu juste. Tu vois, c'est pas la même chose et c'est pas la même sensation. J'ai l'impression que moi, il me faut quand même encore bien un quart d'heure, 20 minutes pour sentir ce truc de ah, je suis réveillée et en plus, je suis de bonne humeur. Ah, mais c'est possible, puis tant mieux si tu es assez à l'écoute pour t'en rendre compte. Mais quand je dis 5 minutes, c'est surtout pour encourager les gens à l'essayer, Oui, pas qu'ils se découragent en se disant ah, j'ai pas le temps de faire 30 minutes, donc ça sert à rien. Non, oui, même 5 minutes, ça va quand même avoir des bénéfices. Moins que 20-30 minutes, mais quand même. bah surtout, je pense là, à la période où le soleil se lève tôt. Enfin, je veux dire, les gens, c'est plus dur de faire 45 minutes en ce moment qu'en hiver, quoi. Ouais, en effet. Mais ça dépend pour les gens qui aiment pas le froid, c'est plus facile en ce moment. Oui, sauf qu'il faut se lever, quoi. Hmm. Surtout toi, si tu dois te lever à 4h30. Ouais, mais à force de le faire, le cerveau se synchronise avec le rythme du soleil. Fait que moi, en ce moment, je me réveille naturellement sans alarme à 4h45. Ah ouais. Puis tu sais, c'est pas quelque chose que j'aurais cru possible là, 3-4 ans, mais maintenant, à force de l'appliquer dans ma vie, c'est rendu quelque chose qui est très facile puis même naturel. Oui, puis ça doit être d'autant plus facile que tu as retrouvé le sommeil, du coup. Exact. Puis le fait d'avoir plus de mélatonine en m'exposant plus me donne un sommeil de meilleure qualité. J'ai moins besoin de dormir longtemps. Fait que j'ai encore plus d'heures pour être productif puis faire ce que je veux durant ma journée. Et oui, donc du coup, je rebondis sur ce que tu disais juste avant, que le fait de mettre de la crème solaire t'a empêché de synthétiser la vitamine D. Donc c'est une question qu'on m'a posée. Est-ce que la crème solaire bloque tout ou partie ou rien? Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut vraiment produire de la vitamine D quand on a mis de la crème solaire partout? Un SPF de 7 va bloquer soit 97% de la synthèse de vitamine D. Puis à partir de 15 et plus, c'est 99% de la synthèse qui est bloquée. Donc, techniquement, si vous mettez de la crème solaire partout, vous ne faites pas de vitamine D vraiment. Ah oui, mais les gens maintenant, ils mettent rien d'autre que des 30 et des 50, hein. Mhm. Donc, C'est pas pour rien non plus qu'on se retrouve avec une épidémie de carence en vitamine D un peu partout. bah ouais. Mais enfin, je veux dire, c'est très dur de lutter contre ça et surtout les femmes parce que tu peux pas rentrer dans une boutique de soins pour la peau sans qu'on te dise, mais madame, si vous voulez pas vieillir à vitesse accélérée, il faut absolument mettre une crème solaire tous les jours dans votre crème de jour. Enfin, moi, je me fais attaquer tout le temps, donc c'est des fois c'est comme je te disais en fait. Pendant l'épisode, t'es d'accord, et quand l'épisode est derrière toi, tu te dis ah ouais, mais et si elle avait raison, la dame? Ouais, c'est vraiment très, très ancré, puis c'est ce qui est véhiculé par les soins de santé traditionnels, si on veut. Mais si vous regardez la recherche, même dans les journaux de publication de dermatologie, plus vous avez une exposition solaire importante, plus vous avez un taux de vitamine D important, moins vous avez de chances de mourir de toutes les causes de mortalité possibles. Puis les crèmes solaires ont vraiment apparu dans les années 50-60. Ben, il y a 7 à 10% de plus en plus d'utilisation de crème solaire, puis il y a 10 à 15% plus de cancers de peau chaque année malgré ça. Hmm. Donc, si c'était si efficace que ça, il y aurait moins de cancers de la peau, mais c'est l'inverse. Puis, tous les cancers confondus, y compris le cancer de la peau, ça vous prend une carence en vitamine D pour développer un cancer. Donc, si vous vous exposez au soleil, qui vous fait synthétiser de la vitamine D, qui est anti-cancer de la peau, à quelque part, il y a quelque chose qui ne marche pas avec la théorie que s'exposer au soleil va vous donner un cancer de la peau. Ouais, ouais, ouais. Mais là, l'argument qui est utilisé, c'est pas celui-là. L'argument qui est utilisé, c'est celui de la beauté de la peau, tu vois, du vieillissement accéléré, machin. On voit des gens, des fois, qui se sont trop exposés et qui sont... mais je pense pas que ça soit des gens qui avaient conscience de ce que tu expliques là sur le lever de soleil, les infrarouges, le rouge, et les UVA, et machin. C'est des gens qui sortent quand ils peuvent pour aller se faire bronzer, quoi. Exact. Fait que si vous n'avez pas de préparation de la peau, que vous faites juste sortir de midi à 3 heures quand il y a beaucoup d'UV, et qu'en plus vous mettez de l'huile pour bronzer rapidement, c'est sûr que ça va venir abîmer votre peau. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire en sorte que votre peau devienne abîmée au soleil, mais le soleil, c'est pas la cause initiale de tout ça. C'est plutôt ce qui va faire ressortir le problème qui était déjà présent. Ouais. Bah, du coup, ça me fait penser à une autre question que j'ai eue et que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont commencé à s'exposer au lever de soleil et aussi à s'exposer plus dans la journée, mais qui ont
sur le visage des taches, des petites taches brunes. Et le problème, c'est que ça, dans notre société, c'est appelé de tous les noms. Alors, j'ai entendu taches de soleil, taches de vieillesse, taches de cimetière. Ah, C'est je cimetière, ah, très ben, agréable. j'ai entendu celle-là. Et je pense que dans le fond, personne ne sait ce que c'est. Il y a plusieurs types de tâches, ils ont toutes leurs raisons. Souvent, les tâches de vieillesse, ça va être ce qu'on appelle de la lipofuscine, qui est un produit de métabolisme cellulaire, c'est une toxine. C'est produit en réponse à de l'oxydation de mauvais gras. Ah, Puis donc, les gens qui ont une alimentation riche en mauvais gras, ben, dans la peau, il va y avoir du mauvais gras que le soleil va venir oxyder. Ça va créer de la lipofuscine et ça va faire des taches. Encore là, le problème, c'est pas le soleil, c'est le fait que dans la peau, il y a des mauvais gras. mhm. Il faut Ouais. aussi garder en tête que les gras que vous mangez vont rester dans votre corps 3 à 5 ans en moyenne. Donc, même si vous avez changé votre alimentation cette année, les mauvais gras que vous avez mangés avant sont encore présents. Ouais. Ce Ouais. qui va accentuer ou accélérer la production de l'hypofuscine, ça va être une carence en vitamine E, qui est un antioxydant. Donc, si vous avez assez de vitamine E, même si vous avez une petite production d'hypofuscine, vous allez être capable de venir contrer cet effet-là. Il y a aussi l'iode qui vient jouer, mais là, je suis pas en train de recommander à tout le monde d'aller se bourrer en iode puis en vitamine E, là. Faites-vous évaluer avant de savoir si vous en avez besoin pour être certain. Mais c'est deux choses qui peuvent venir jouer. Fait que les mauvais gras sont une raison. L'autre chose, particulièrement au visage, surtout chez les femmes, c'est les cellules de votre peau qui produisent les pigments de peau, sont appelés mélanocytes. Ouais. Les mélanocytes, ce qui les stimule le plus, c'est la lumière bleue. Donc, la plupart des gens, quelle partie du corps sont le plus exposées à la lumière bleue? C'est le visage. Parce que quand vous êtes à l'intérieur, même si vous êtes habillé, le visage est à découvert, puis les écrans, votre cellulaire, vont venir irradier votre visage. Donc ça fait une surproduction de mélanocytes qui peut amener des taches au niveau du visage, surtout après quand vous avez une exposition solaire qui est inadéquate. Le maquillage, les crèmes de peau vont souvent bloquer les rayons UV. Donc, les gens qui en portent, particulièrement les femmes, si vous êtes exposé au soleil avec du maquillage, vous bloquez les rayons UV, mais vous avez la lumière bleue du soleil, vous avez la lumière bleue des écrans. Donc, encore une fois, c'est pas les rayons UV le problème, c'est la surproduction, la surstimulation des mélanocytes par la lumière bleue. Donc, ça aussi, c'est un peu un mythe que c'est les rayons UV qui vont causer le problème. Et moi, je Il y a me des posais taches. vraiment la question. Je me disais, mais comment ça se fait qu'on n'a pas jamais de taches marron sur le ventre? Exact. C'est la lumière bleue des écrans, des lumières artificielles ou du soleil si vous enlevez tout le reste du spectre à cause de la crème solaire ou maquillage ou crème de peau, etc. Les taches de rousseur, ça, c'est normal. C'est une accumulation d'UV dans votre peau. C'est une réserve que le corps va se faire pour les périodes de l'année où vous n'aurez pas accès à des rayons UV. C'est pour ça Oh, que les taches de rousseur sont plus présentes chez les gens qui ont la peau pâle, oui. parce que ancestralement, ils vivaient dans des climats où le soleil, les UV n'étaient pas présents à l'année. Donc, le corps, pardon, a développé un mécanisme pour stocker les rayons UV qui sont les taches de rousseur. Non, c'est trop C'est pour ça intéressant. que quand l'été finit et que les rayons UV disparaissent, ben, les taches de rousseur disparaissent parce que votre corps va aller chercher ses réserves et les taches vont disparaître. Euh, Mais oui, mais moi j'ai ça, hein, j'ai des taches qui vont et qui viennent en fait. Ça, c'est plus des taches de rousseur. Hmm. Et sinon, ben, comme je parlais tantôt avec la mélatonine puis le cortisol, c'est des mécanismes qui vont naturellement protéger votre peau contre l'apparition du soleil, des rayons UV, pardon, contre l'excès de rayons UV. Donc, si votre exposition est inadéquate, puis que vous vous exposez uniquement quand il y a des rayons UV, ben oui, ça peut favoriser un vieillissement de peau plus avancé. Hmm. Le dernier facteur qui est important, c'est l'eau sous forme easy, la easy water qu'on a déjà parlé dans un autre podcast, qui est l'eau que vos mitochondries dans vos cellules peuvent produire en réponse à une exposition aux infrarouges. Donc, cette eau-là, c'est l'eau qui va vraiment permettre d'hydrater votre corps et votre peau. C'est pas la même chose que l'eau que vous buvez, c'est Hmm. vraiment de l'eau que vous produisez à l'intérieur de vous. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de rides ou beaucoup de taches, puis une peau qui semble vieille et pas en santé, c'est une carence en production de cette eau-là. Si vous voyez quelqu'un qui a eu de la radiothérapie pour un cancer,
souvent la peau va apparaître non seulement sec, mais brûlée pratiquement. Oui. Ça, c'est parce que cette peau-là, due à la radiation, les mitochondries qu'il y avait à l'intérieur sont toutes mortes. Il n'y a plus de production de easy water, donc l'eau apparaît comme desséchée. Fait que c'est vraiment plus le manque d'easy water encore qu'un trop plein d'UV qui cause le problème. Donc, si vous ne vous exposez pas aux rayons infrarouges, vous produisez moins de cette eau-là. Et si vous êtes exposé aux champs électromagnétiques toute la journée, vous ne produisez pas de cette eau-là non plus. Donc, ça favorise une déshydratation de la peau. Pareil comme si vous mettez une pièce de viande dans le micro-ondes, ça ressort déshydraté. Même principe. Ah ouais. Ah oui, là, alors, écoute, je m'attendais pas. Alors, tu vois, ça, c'est le genre de passage qui va être réécouté beaucoup de fois, je pense, de mon côté. Parce que le, le, le... ça me fait voir les choses de manière vachement plus complète, mais tout fait sens, en fait, c'est vrai, quoi. Mais je savais pas, enfin, j'avais pas fait le rapprochement avec le truc de la lazy water. La question que j'avais, est-ce que le fait d'être surexposé aux lumières bleues peut t'empêcher de produire correctement ta vitamine D? Oui, ça peut parce que la leptine, on en a déjà parlé dans un autre podcast, Oui. c'est une hormone qui est vraiment importante pour gérer le métabolisme, l'inflammation, les niveaux énergétiques. La leptine, quand vous devenez résistant à cette hormone-là, ça crée un état inflammatoire. La vitamine D, sa dernière étape de synthèse pour devenir biodisponible va se faire au niveau du foie ou des reins. Quelqu'un qui est inflammé peut ne plus pouvoir faire la dernière étape de synthèse de vitamine D dans sa forme active. Ah. Donc, même si vous vous exposez au soleil, si vous êtes trop inflammé, parce que vous êtes résistant à la leptine en partie, ben, votre production de vitamine D va en souffrir. Et une des choses qui vous rend résistant à la leptine et donc inflammé, c'est la présence de lumière bleue artificielle dans votre environnement, surtout au mauvais moment de la journée, comme après le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que c'est un rapport avec le cortisol aussi? Ou rien à voir? Dans le fond, la leptine peut uniquement entrer dans votre cerveau puis faire son travail quand ça fait plusieurs heures que vous n'avez pas mangé ni été exposé à de la lumière. Donc, les gens qui sont exposés à de la lumière artificielle après le coucher du soleil, particulièrement la lumière bleue de nos écrans ou de nos lampes d'ailes, ben, ça va venir empêcher la leptine de faire son travail. Ça cause un état inflammatoire. L'inflammation bloque la synthèse de vitamine D complète. Hmm. Ok, eh ben, tu vois, je pensais que tu allais répondre non, quand même pas à cette question. Non, non, oui, ça a quand même un impact. J'ai bien fait de la noter. Et alors, je vais en poser une qui a l'air naïve, mais je pense que beaucoup de gens se la posent. Est-ce que quand on est bronzé, ça veut automatiquement dire qu'on a correctement synthétisé de la vitamine D? C'est une bonne question. Je trouve pas qu'elle est naïve du tout. Malheureusement, non. Donc, les UVA vont bronzer la peau. Les UVB vont faire la synthèse de vitamine D. Ah, c'est les A qui bronzent ta peau. Exact. Donc, il y a certaines crèmes solaires qui vont bloquer les UVB moins que les UVA. Donc, à ce moment-là, vous ne faites pas nécessairement de vitamine D, mais vous développez quand même un bronzage. Mhm. Même chose avec les salons de bronzage. Souvent, les lampes vont être plus riches en UVA. Mhm. Le problème que ça apporte, c'est que plus vous êtes foncé, plus ça vous prend une exposition importante pour faire de la Ah oui, vitamine D. ah oui. Donc, si votre peau, votre bronzage ne représente pas une bonne exposition aux UVB, ben, c'est encore plus difficile pour vous de synthétiser de la vitamine D. Et même si vous avez une exposition aux UVA, UVB uniquement au niveau du soleil et que vous ne mettez pas de crème solaire, ben, comme j'ai dit tantôt avec la leptine, la phase finale de synthèse de vitamine D se passe dans le foie puis dans les reins. Donc, si vous avez un problème au niveau d'un de ces organes-là ou que vous êtes inflammé, ben, la synthèse de vitamine D ne sera pas la même que si vous êtes en santé. Bah oui, parce qu'il y a des gens qui vivent en Californie et qui sont bronzés et qui pourtant sont carencés, quoi. Donc c'est bien Ouais. qu'il y ait quelque chose qui s'est pas fait. Et une autre des choses qui est importante, c'est à savoir en lien avec ça, c'est que les champs électromagnétiques bloquent votre synthèse de vitamine D. Donc, si vous êtes dehors, couché en dessous d'une tour de 5G, ben, vous allez peut-être bronzer, mais vous ne ferez pas de vitamine D, par exemple. Oui, je l'ai appris grâce à toi, ça, mon grand désespoir.
Mais c'est bien de le savoir parce que tu fais des choix de vie après, quoi. Exact. Une fois que vous savez l'information, c'est à vous d'agir en fonction de cette information-là. Bah oui. Donc, sur le moment, ça fait pas plaisir, mais c'est important de le savoir. Exact. Alors, plus on est bronzé, plus il faut de temps pour synthétiser la même quantité de vitamine D que quand on n'est pas bronzé. À Exact. plus forte raison quand on est noir complètement, avec la peau complètement noire. Est-ce que la personne, justement, qui a la peau très foncée à noir, elle va, alors elle met plus de temps pour acquérir sa vitamine D, mais est-ce qu'elle l'utilise à la même vitesse? C'est-à-dire qu'en gros, l'hiver, est-ce qu'elle vide sa réserve à la même vitesse que quelqu'un comme moi qui est blanc comme un cul? Le taux d'utilisation va pas nécessairement varier. Par contre, le taux de synthèse, oui. Donc, quelqu'un qui vivrait dans le nord du Canada puis qui a la peau très, très foncée pourra pas, durant son année, faire assez de vitamine D. Puis on sait que la vitamine D est vraiment corrélée de façon importante avec la force de votre système immunitaire. Donc, c'est une des raisons pourquoi, durant le COVID, entre autres, en Amérique du Nord, les gens qui ont la peau foncée ont eu plus de problèmes avec le COVID que les gens qui ont la peau blanche puis qui avaient un meilleur taux de vitamine D. Ah oui. Donc, ça, c'est à considérer dépendamment de où vous vivez. Mais, Ça fait pas vraiment plaisir aux gens de se faire dire que l'endroit où ils vivent peut être ouais, problématique pour leur santé, terrible, hein. mais c'est important de se rappeler que vous ne pouvez pas guérir dans l'environnement qui vous a rendu malade. Ouais. Donc, si vous vivez à un endroit qui n'est pas propice à votre santé à vous, vous avez des choix de vie à faire, dépendamment de votre santé, elle est comment. Est-ce que, par exemple, admettons quelqu'un qui est conscient de ça et qui se dit, ouais, j'aimerais bien déménager, mais c'est pas possible avant 2 ans, par exemple, qu'est-ce qu'il pourrait faire en attendant pour euh, limiter la casse? Euh, Dépendamment de où vous vivez, tu sais, une des choses, le fun, c'est que pour moi, au Québec, en ce moment, j'ai plus d'exposition UV que quelqu'un qui serait en Équateur parce que c'est le solstice d'été. Mhm. Donc, je peux m'exposer beaucoup plus d'heures durant la journée qu'en hiver. Si quelqu'un vit au Québec, il a la peau très foncée, s'il fait tout ce qu'il peut durant la période de l'été pour vraiment maximiser sa production de vitamine D et qui enlève de son environnement tout ce qui réduit sa production de vitamine D, il y a des chances de s'en tirer relativement bien. Ensuite de ça, il y a des lampes qui existent, comme la lampe Sperti, qui permet de synthétiser de la vitamine D parce que ça vous donne des UVA et des UVB. Mhm. Donc ça, c'est une petite béquille. Voyager dans le sud quelques fois dans l'année ou 1 ou 2 mois si vous avez la chance de pouvoir le faire, ça va aussi vous aider. Par contre, quelqu'un qui est déjà malade va avoir besoin d'encore plus d'exposition pour pouvoir récupérer. Oui. Encore là, ça dépend vraiment de votre santé initiale quand tout ça, ça commence. Eh oui, mais en général, quand tu commences à t'intéresser à ça, c'est que tu es arrivé à un point où tu comprends pas ta santé et que tu cherches, tu cherches. Et donc souvent, en fait, les gens qui en arrivent à ce point de se dire, attends, ben, c'est urgent pour retrouver. Et alors, est-ce que, à ton sens, la lampe Sperti, c'est quand même quelque chose qui marche? Tu peux vraiment synthétiser de la vitamine D avec cet accessoire-là? Oui, ça c'est certain. Encore là, ça dépend après ça de la personne, de ce qu'elle a besoin, de son type de peau, etc. C'est pas parfait. Ça remplacera pas une exposition solaire adéquate. C'est vraiment D'accord. plus une béquille. Pour l'hiver, quoi. Exact. Parce que moi, si tu veux, je galère avec un truc qui est que je fais tout ce que je peux et franchement, je pense pas pouvoir faire plus que ce que je fais en ce moment parce que je, je travaille pas beaucoup et je fais beaucoup de temps dehors. Enfin, l'année dernière, j'ai vraiment passé le maximum de l'été à faire ça et j'ai fait une prise de sang à la toute fin de l'hiver, enfin à l'équinoxe, tu vois. Mhm. Et j'étais à 30. Enfin, j'étais à la limite vraiment basse. Est-ce qu'on peut évaluer à combien faudrait être quand il n'y a plus d'UVB pour pouvoir tenir le temps? Tu vois, est-ce qu'il y a une sorte de mécanisme de calcul où on pourrait évaluer à combien faudrait être dès qu'il n'y a plus d'UVB pour tenir jusqu'aux prochaines? Ou est-ce que c'est pas possible de calculer comme ça en tant qu'humain? Euh, Il n'y a pas vraiment de valeur idéale pour dire que, OK, si j'ai ça à telle date, je vais être capable de durer tout l'hiver. Quelqu'un, mettons les gens que moi je vois,
S'ils sont entre 60 80 nanogrammes par décilitre à l'automne, normalement, ils devraient bien s'en tirer durant l'hiver. Mm. Il y a plusieurs facteurs qui jouent. Du moment que vous allez avoir une infection ou que votre système immunitaire va être sollicité, vous allez brûler plus de vitamine D. Ah, Donc, ça aussi, ça vient jouer. L'autre chose, c'est que les tests qu'ils font, comme le résultat que toi, tu as eu, 30, c'est la forme de stockage de vitamine D, c'est pas la forme bioactive que ton système immunitaire utilise. mm. La forme bioactive se mesure pas vraiment. Il y a des tests, il y a des labos qui vont offrir le test, mais le résultat n'est pas valide parce qu'il faut, la forme bioactive est vraiment pas endurante. Donc, du moment que vous faites la prise de sang, il faut congeler pour pouvoir l'analyser et que ce soit valide. Donc, si vous faites un test, que vous envoyez ça par la poste et que c'est pas congelé, le résultat n'est pas valide. Ok. D'avoir un 30, allez, puis juste pour être sûr, l'équinoxe, c'est le 21 décembre. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire par Non, non, en fait, c'est toi qui as raison, c'est le solstice d'hiver qui est le 21 décembre. oui, Toi, voilà, tu c'est parles du 21 mars? c'est ça. C'est ça, OK, ça, c'est l'équinoxe. Donc, parfait. Tu avais bien dit la bonne chose. Si tu es à 30 rendu là, si tu n'as aucun symptôme, que tu es en parfaite santé, personnellement, ça ne m'inquiéterait pas. Surtout que ça ne représente pas la forme bioactive Oui. et que dépendamment des réserves de gras de la personne, ben, ça va varier parce que la vitamine D est liposoluble. Donc, on l'emmagasine dans nos tissus graisseux. Donc, quelqu'un qui pèse 300 livres versus 150, la prise de sang ne va pas nécessairement vouloir dire la même chose parce que la personne de 300 peut avoir beaucoup plus en réserve que la personne de 150 livres. Eh oui. Mm, mm. Mais viser entre 60 et 80 à l'automne, c'est déjà une bonne mesure. Ça, c'est en millimol ou en... Nanogrammes par décilitre. Donc, en nanomol par litre, ça doit faire à peu près 140, 150. Ok. Je m'embrouille parce que nous, on a des labos en France qui donnent deux mesures et des labos qui en donnent qu'une. Et alors, à force, tu sais plus. Et l'autre jour, bah, moi, justement, je suis allée chez le médecin et je lui demande, il me dit, vous avez fait votre vitamine D? Donc, je lui dis mon résultat. Il fait, ah, mais c'est beaucoup trop bas, c'est n'importe quoi. Je vais vous donner des ampoules, des shots, tu sais, tu prends 400 millilitres. Et je lui dis, mais c'est normal que je sois en bas parce que c'est là, on est à la fin de l'hiver, il y a pas d'UVB, mais je suis pas inquiète. Il me dit, ah non, c'est impossible. Vous ne pourrez jamais rattraper une carence pareille juste avec l'exposition naturelle. J'ai rien dit, mais on en reparlera, mon ami. Puis, si tu avais la peau très foncée, ce serait peut-être autre chose. Mais vu que tu as la peau un peu pâle, personnellement, ça ne m'inquiète pas. Non, non, moi non plus, mais c'est une question qui revient beaucoup, hein. Qu'est-ce qu'il faut viser? Parce que tu sais, l'appli D-Minder, elle te demande de mettre un objectif, en fait. Donc, moi, j'avais mis 80, effectivement, et les gens se demandaient si c'était trop. Enfin, voilà. Je crois Non, qu'on... 60 à 80, c'est une bonne cible. J'ai une dernière question de lumière, mais celle-ci, elle est perso. Si tu te moques, et je le prendrai pas mal. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser au truc de lumière, c'était donc début 2021, et j'ai commencé à faire le truc de lever de soleil et tout, donc j'ai arrêté de porter mes lunettes pour y aller, tu vois. Puis après, comme j'ai compris qu'il fallait de la lumière naturelle, j'ai arrêté de porter mes lunettes dans la rue. Et puis après, j'ai arrêté de porter mes lunettes au travail parce que je voulais porter des lunettes avec filtre et j'avais pas de correction dessus. Et du coup, ça fait quasiment un an et demi que je porte plus mes lunettes de vue, ou très rarement, tu vois, pour conduire ou machin. Et en fait, l'autre jour, j'ai voulu les remettre pour conduire et je peux plus les mettre parce que, eh ben, c'est plus à ma vue. Et je pensais que du coup, ma vue avait baissé, mais je pense pas parce que j'arrive à mettre mes lunettes d'avant, c'est-à-dire mes lunettes à 2018. Et ben, elles me vont, tu vois, je vois avec. Donc, est-ce que c'est possible que, en protégeant mes yeux des lumières bleues ou en faisant autre chose, je sais pas, j'ai un peu amélioré ma vue ou est-ce que j'invente? Non, c'est tout à fait possible. Eh ben, en partie parce que tu as arrêté de porter des verres correcteurs. Donc, il a fallu que ton œil travaille pour faire un focus. Il y a quelques livres, quelques méthodes qui existent pour retrouver une vision 20/20 de façon naturelle. La plupart vont inclure des exercices qui vont nécessiter une exposition au soleil. Ah oui. Et il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi tu trouves que ta vision est mieux qu'avant. En partie, un, parce que tu as moins d'exposition à la lumière bleue artificielle. Donc, la lumière, si vous prenez quelqu'un qui travaille dans un édifice à bureau devant un ordinateur toute la journée, que vous prenez une lumière bleue puis que vous lui mettez dans l'œil, vous allez voir soit
sa pupille va faire une constriction, puis après ça, va se redilater. Ce qui n'est pas normal, parce que quand on met de la lumière dans l'œil, la pupille est supposée se faire une constriction et rester comme ça. Mhm. Quand ça se dilate ou qu'il n'y a même pas de constriction, ça reste très dilaté, c'est pas normal, c'est que l'œil est plus capable de répondre à un stimulus lumineux de façon adéquate. Par contre, même chez ces gens-là, si vous prenez une lumière rouge et que vous leur mettez dans l'œil, la pupille va faire une constriction, il va rester de cette façon-là. Mm. Ça, c'est un signe de toxicité à la lumière bleue. Ah ouais. L'autre chose importante, c'est que les muscles qui vont contrôler la pupille sont sous l'effet de la dopamine, qui est un neurotransmetteur, qui est produit par les rayons UV. Donc, si vous manquez de rayons UV, parce que votre œil n'est jamais exposé à la lumière UV, vous n'avez pas assez de dopamine. Le mécanisme de contraction, dilatation ne se fait pas de façon adéquate. Donc, le focus non plus ne se fait pas de façon adéquate. La lumière qui rentre dans l'œil, ou ça arrive au niveau de la rétine, c'est pas adéquat. L'œil change sa morphologie pour changer le focus. L'œil change de forme. Ça peut faire soit de la myopie ou de la presbytie, le problème de vision de proche. Ouais. Donc, en t'exposant aux rayons UV, au spectre solaire complet, et en coupant la lumière bleue artificielle avec les lunettes, ben, tu as pu retrouver une fonction oculaire plus normale. Mm. Donc, c'était pas une question stupide et c'est pas dans ta tête. Oui, c'est très possible. Parce que je peux vraiment plus porter mes lunettes. Mais c'est vraiment- Mm. Et tu n'es vraiment pas la première personne à me rapporter cet effet-là Ah avec ouais. leur changement d'habitude d'hygiène lumineuse. Oui, parce qu'en fait, moi, je me suis toujours dit, j'avais entendu hein, qu'on pouvait faire des choses avec des exercices et tout, mais je me suis toujours dit que je n'aurais pas la volonté de les faire. Enfin, j'ai pas le temps. Et puis, tu sais, quand t'es pas sûr que ça va marcher, te lancer dans un truc très chronophage, tu le fais pas. Donc moi, j'avais aucune attente là-dessus et je le faisais juste parce que c'était plus important pour moi de me protéger du bleu que de bien voir les clients dans le magasin, tu vois. Mhm. Au début, je les reconnaissais pas trop. Et après, Mais tant mieux si tu vois une amélioration à ce niveau-là. Normalement, ça va juste continuer si tu fais les mêmes habitudes. hmm, cool. Petite dernière sur le lever de soleil, parce que tu as parlé du rouge, des infrarouges et tout ça. Est-ce que c'est intéressant, en plus de voir le lever de soleil, d'avoir de la surface de peau exposée par rapport à tout ce qu'on disait, aux protections, tout ça? Oui, absolument, parce que la lumière du soleil va avoir un impact via votre œil, mais aussi au niveau de la peau qui est exposée. Donc, plus vous pouvez exposer de peau de façon légale, dépendamment où vous êtes où, mieux c'est. Et les rayons infrarouges vont pénétrer la peau de plusieurs centimètres, donc vont venir avoir un impact sur les mitochondries, la production énergétique, la production d'hormones, là où la lumière va entrer et là où ça va toucher les différents organes de votre corps. Donc, euh, puis c'est la même chose pour la production de mélatonine intracellulaire qu'on parlait tantôt, qui aide à protéger la peau. Si vous exposez jamais une région de votre corps, exemple votre ventre, ben, le fait de vous exposer aux rayons UV au niveau du ventre, si le ventre n'a pas été exposé aux rayons infrarouges avant, ben, peut-être que votre visage va être préparé, mais le ventre ne le sera pas, par exemple. Hmm. Donc, s'exposer le plus de peau possible, oui, c'est vraiment important. Ok, bien entendu. Surtout qu'en ce moment, c'est possible. L'hiver, moins, mais là. Surtout qu'en ce moment, c'est possible. Alors, merci pour tout ça. Et alors maintenant, j'ai des questions plus, parce que forcément, tu t'intéresses à la lumière et aux fréquences, bah, tu finis par te dire, tu tombes sur les trucs des ondes parce que les Wi-Fi, les 4G, les Bluetooth et les compagnies, c'est des fréquences qu'on voit pas, comme Mhm. l'infrarouge. Donc, si c'est des fréquences qu'on voit pas, est-ce que ces fréquences, elles interfèrent d'une manière ou d'une autre avec avec nous. Enfin, est-ce qu'elle je veux dire par là que si une fréquence naturelle, style un rouge, un infrarouge, c'est comme une ligne de code, ça envoie quelque chose à ton cerveau qui derrière déclenche des processus. Est-ce que ces lumières-là, là, qu'on voit pas, elles font un effet comme ça sur nous? Oui, absolument. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la lumière et les champs électromagnétiques font tous les deux partie de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique. Donc, d'un côté du spectre, vous allez avoir les ondes radio, les micro-ondes, les rayons UV, Ok. la lumière visible, donc les couleurs que vous êtes capable de voir, l'infrarouge, et après ça, les rayons X, les rayons gamma. Mais la lumière fait partie du champ électromagnétique.
La différence avec les couleurs, c'est que dans votre œil, vous avez des récepteurs qui sont capables de capter les couleurs, donc vous voyez. Les rayons UV, les rayons infrarouges, l'être humain n'a pas de récepteur de vision pour ces deux types d'ondes-là. Il y a des insectes, par exemple, qui sont capables de voir les rayons UV. Eux, ils ont Ah, des récepteurs pour ces rayons-là. ok. Hum, tout ce qui est fréquence, que ce soit lumière ou champ électromagnétique, votre corps va être capable de le percevoir. Vos mitochondries, les petites usines à énergie dans vos cellules, agissent vraiment comme un sixième sens pour percevoir les signaux dans votre environnement, pour essayer de voir est-ce que c'est un monde sécuritaire ou dangereux et enclencher les processus cellulaires nécessaires à l'environnement dans lequel vous vivez. Ah. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui sont enclenchés, mais oui, absolument, les zones que vous n'êtes pas capable de voir, sentir, vont avoir un impact sur vous. Il y a des gens qui pensent que j'ai mon cellulaire sur moi toute la journée, ça fait absolument rien. C'est faux. Il y a des études qui ont été faites avec des caméras spéciales pour voir l'énergie qui est dégagée du corps. Et absolument tout le monde, santé, pas en santé, sensible au champ électromagnétique, pas sensible au champ électromagnétique, leur niveau, l'énergie que le corps va disperser va être différente s'ils sont exposés ou non au champ électromagnétique. Donc, ça l'affecte vraiment tout le monde. Oui, puis alors déjà, même sans être... moi, j'ai utilisé... j'ai commandé des accessoires de mise à la terre qui étaient livrés avec un testeur de tension induite. Et donc, tu peux mesurer l'électricité hein, qui est dans ton corps quand Mhm. tu es dehors, les pieds dans la terre, ou quand tu poses ta main sur un cellulaire en charge, par exemple. Mais ça fait quand même Mhm. un peu peur, la différence. Ouais, c'est assez majeur. Donc, rien que ça, en fait, tu peux pas penser qu'il se passe rien, quoi. Et même si, alors, d'accord, c'est pas pareil quand le cellulaire, il est pas en charge, mais souvent, les gens, elles le laissent allumer, là, dans la poche. Enfin, nous, au travail, on avait des tabliers. Et alors, la poche du tablier où les gens mettaient leur téléphone, c'était juste devant les organes génitaux. Mhm. Je trouvais ça ésotérique que ça gêne personne de se mettre le truc là, quoi. Mais Oui, puis on sait que les champs électromagnétiques vont avoir un impact plus grand sur les cellules qui ont un haut taux de réplication. Donc, les gonades, utérus, testicules, les spermatozoïdes, les cellules de la moelle osseuse. Donc, de garder ça près de vous, c'est jamais une bonne idée. C'est pas un hasard si quelqu'un comme Steve Jobs interdisait ses enfants de se servir des produits qu'il développait. Il était au écoute, courant. Il était au courant, puis même, je pense que il y a personne qui est au courant de cette histoire-là, mais dans le iPad de deuxième génération, si je ne me trompe pas, il y avait un détecteur à infrarouge faisant en sorte que quand l'iPad devenait proche de quelqu'un, détectait des infrarouges, les signaux cellulaires, la puissance de l'antenne diminuait pour que l'iPad produise moins d'ondes électromagnétiques. Mais ça n'a jamais été dit parce que s'il avait avoué ça, il aurait fallu qu'il avoue qu'il savait que leur produit était nocif pour l'être humain. Donc, ça n'a jamais été divulgué. alors que c'est quand même une technologie intéressante, du coup. Enfin, Oui, malheureusement, ils l'ont enlevé. ouais. Ah bon? Bon, bah écoute. Hmm. Et je crois que c'est plus tôt dans la discussion, tu disais que quand on est dans ces champs électromagnétiques, la mitochondrie n'arrive pas bien à faire le hexagonal, c'est ça? Exact. La Easy Water, elle ne sera pas capable d'en créer autant, voire pas du tout. Donc, ça, c'est un des mécanismes qu'on connaît aujourd'hui, que les champs électromagnétiques nous affectent de façon négative. Il y en a aussi d'autres. C'est assez récent la découverte de ces mécanismes-là, puis c'est certain qu'on va en découvrir d'autres avec les années. Mais la déshydratation de l'eau intracellulaire, ça, c'est un facteur. Le deuxième, ça va être l'entrée massive de calcium dans vos cellules. Ah bon? L'entrée massive de calcium, c'est un signal de stress oxydatif pour vos cellules. Donc, ça va faire entrer vos cellules dans une réponse qu'on appelle réponse cellulaire au danger. Donc, c'est comme si vos cellules perçoivent un danger dans votre environnement, vont diminuer certaines fonctions pour mettre toutes les ressources que vous avez vers la survie. Donc, les gens qui ont beaucoup de fatigue chronique, pas d'énergie, un mauvais sommeil, problème de reproduction, problème de fertilité, problème hormonal, c'est toutes des choses qui sont secondaires à votre survie, ça. Donc, votre corps va juste mettre ça de côté pour focuser sur il faut que je sois capable de continuer à vivre. Et ça, c'est des choses que les champs électromagnétiques vont venir impacter de façon négative.
Donc, c'est pas pour rien que les cliniques de fertilité poussent à tous les coins de rue en Amérique du Nord, je ne sais pas en Europe, mais les champs électromagnétiques sont en partie une raison pour expliquer ça. Ouais. Et si on n'est pas familier avec ça, est-ce que tu pourrais essayer de nous dire où sont les sources les plus importantes que, en fait, je dis qu'on n'est pas familier, c'est pas qu'on n'est pas familier avec, au contraire, c'est qu'on est tellement familier avec qu'on ne voit plus qu'il y en a. Donc, les sources de ça, elles sont où concrètement? Les types de champs électromagnétiques, puis leurs sources, ça pourrait être un épisode de podcast à lui tout seul. Donc, on pourra en faire un là-dessus si tu veux. Oui. Grosso modo, tout ce qui fonctionne avec de l'électricité va émettre un champ électromagnétique. Donc, dans ce qu'on appelle les champs électromagnétiques, il y a les champs électriques, les champs magnétiques, il y a les radiofréquences, il y a l'électricité sale. Euh, Puis, dépendamment, pour savoir c'est quelle source qui est la pire pour vous, c'est vraiment individuel. Il faut Uh-huh. garder en tête que deux des choses les plus importantes, c'est la durée de l'exposition à une source et la distance d'exposition. Donc, un malaxeur, un robot de cuisine, si vous le partez, va émettre un champ magnétique vraiment fort. Mais la durée d'exposition est faible. Vous allez être devant 2-3 minutes. Si vous avez un Wi-Fi à 2 mètres de vous, le champ magnétique va être moins fort que le robot culinaire. Mais si vous restez là pendant 8 heures, la durée est beaucoup plus importante. Donc, l'effet négatif va être pire avec le routeur. Après ça, ça dépend vraiment de vous, votre environnement ressemble à quoi. Si vous dormez avec votre cellulaire allumé en dessous de votre oreiller, définitivement pour vous, c'est ça la pire source. Si vous avez des AirPods dans les oreilles toute la journée, pour vous, c'est ça la pire source, la pire source. Et si vous restez à côté d'une tour de 5G, pour vous, c'est la tour de 5G qui est la plus importante. Hmm. Donc, pour chaque personne, ça va varier. Mais en gros, pour faire ça très simple, si ça fonctionne à l'électricité, ça émet au moins une des sources de champs électromagnétiques. Mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que je vois maintenant sur les réseaux sociaux, sur TikTok ou sur Instagram ou machin, tu vois des gens qui sont même en photo et même des gens dans le milieu de la santé, hein, euh, avec les petits blancs à la mode. Mhm. Et alors, je me dis, parce que moi personnellement, je trouve ça hideux. Donc, si je devais prendre une photo, je ne les montrerai pas. Si on les laisse, c'est que c'est devenu totalement, c'est-à-dire qu'on les porte tellement, tellement et tellement souvent et tellement longtemps qu'on les enlève même plus pour prendre une photo. Je trouve ça inquiétant parce que ça veut dire qu'on n'a pas conscience d'à quel point. Je crois que c'est toi qui m'avais expliqué dans le dernier que dans les AirPods, ils se connectent l'un à l'autre, donc le champ passe. Exact. Votre cerveau, c'est clairement un des organes les plus importants de votre corps. C'est aussi un des organes les plus sensibles au champ électromagnétique. Donc, comme je disais tantôt, la distance est importante. Si vous avez quelque chose de sans fil à 10 mètres de vous, c'est pas très inquiétant. D'avoir quelque chose de plugué dans vos oreilles toute la journée, collé sur votre cerveau, en plus où ça passe dans le canal auditif, où il n'y a pas une épaisseur d'os comme mettons sur le dessus de votre tête, ben, l'impact est vraiment direct. Donc, non seulement ça va se communiquer avec votre cellulaire, mais le signal va passer entre vos deux oreilles, donc c'est littéralement comme vous mettre la tête dans un micro-ondes toute la journée. Et j'ai beaucoup de patients, malheureusement, qui vont les porter, un peu comme tu expliques, toute la journée, même quand ils ne sont pas en fonction, parce qu'ils sont juste rendus habitués à ce que ce soit là. J'ai plusieurs détecteurs pour les champs électromagnétiques. J'ai mesuré des AirPods. Mon détecteur n'était pas capable d'aller assez haut pour mesurer l'intensité des AirPods. Donc, si vous suivez quelqu'un en santé qui porte des AirPods, posez-vous une question sur la validité de ses conseils, disons. Moi, je trouve que, ouais. Alors, moi, j'ai beaucoup, beaucoup de chance parce que j'ai une cliente en coaching qui m'a offert les écouteurs Vivaraise. Donc, avant, j'avais un casque, mais maintenant, j'ai vos écouteurs sans ondes et tout. Ça, ça fait plaisir. Ouais. Et, tu sais, je comprends que c'est très, très utile d'avoir quelque chose de sans fil. Il n'y a pas de fil dans vos jambes. Il semble que la qualité audio des AirPods soit vraiment excellente, mais pour votre santé, c'est pas un bargain qui en vaut la peine du tout. Non, mais alors, je suis d'accord. Oui, c'est une bonne qualité audio, mais
les gens ne l'utilisent pas pour écouter de la musique de très bonne qualité toute la journée. Enfin, je veux dire, si c'est pour écouter du R&B auto-tuné de pourri, tu n'as pas besoin de quelque chose de bonne qualité, hein. Tu prends un petit ghetto blaster du passé, ça ira très bien, hein. En effet, en effet. Non, je suis méchante, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les gens, ils utilisent ça pour passer leurs appels, envoyer leurs audios sur WhatsApp et machin, sans utiliser les mains. Je comprends le côté pratique, mais bah, Mais il va encore rester des gens qui sont sceptiques sur les champs électromagnétiques. oui. Honnêtement, si vous regardez les études qui ont été publiées, vous allez en trouver 50% qui vont vous dire à quel point c'est nocif et 50% qui vont vous dire que, ah non, il n'y a aucune preuve, blablabla. Dans le 50% qui dit que c'est pas nocif, si vous regardez les conflits d'intérêts puis de où l'argent vient pour faire la recherche, 97% des recherches vont être publiées par les industries de télécommunications. Les gens sont souvent au courant d'à quel point Big Pharma, ça a beaucoup d'argent. Ben, les compagnies de télécommunications, étant donné que ça touche le militaire, ont encore plus d'argent et encore plus de pouvoir, si on veut. Ah ouais. Donc, si vous regardez comme il faut, vous allez trouver beaucoup d'études qui vous démontrent à quel point c'est nocif. Il y a même un avocat qui a écrit un livre, Andrew Marino. Je crois que le titre, c'est Going Somewhere. Puis il est devenu avocat pour justement comprendre de quelle façon ça marchait en cours, c'était quoi le langage qu'il fallait utiliser pour avoir des jugements positifs. Puis il a fait une bonne partie de sa carrière sur justement les champs électromagnétiques. Et Ah dans ouais. son livre, il explique à quel point la recherche est biaisée, il y a beaucoup d'argent en jeu. Donc, je peux comprendre qu'il y a des gens qui sont sceptiques, mais honnêtement, il y a plus de doute en 2023 sur à quel point c'est nocif pour vous. Puis à force que les générations de Wi-Fi puis de tours cellulaires augmentent, là, on est rendu au 5G, ça fait juste accroître en intensité et en puissance. Aujourd'hui, en une journée, vous allez avoir plus d'exposition aux radiations que quelqu'un en 1900 aurait eu durant toute sa vie. Ah bah ouais, en même temps. Donc, vos cellules marchent par signaux de communication. Avoir autant de radiation dans votre environnement, ça fait juste faire en sorte qu'ils sont plus capables de communiquer puis d'entendre le petit signal mince qu'une autre cellule va essayer de transmettre. Surtout si, bah, en plus de ça, on manque d'eau hexagonale, qui quand même favorise, si j'ai bien compris, la communication Exact, exact. Et gardez en tête aussi que les études qui démontrent que c'est pas nocif vont utiliser une seule source de champ électromagnétique. Donc, une seule source de signaux cellulaires. Dans votre environnement, vous n'êtes pas exposé à juste une source. Il y a votre routeur, vos cellulaires, le cellulaire des voisins, les ordinateurs, les ondes radio, les satellites. C'est exponentiel comparé à ce qu'ils mesurent dans une étude. Mais je vais poser une question qui est un peu, qui n'a pas de rapport, mais qui, je pense, est intéressante parce que personne ne sait vraiment les lire, ces études. Enfin, je veux dire, à moins que quelqu'un en ait fait une, mais où est-ce que tu regardes pour aller savoir qui finance, par exemple? Techniquement, ils sont obligés de déclarer les conflits d'intérêts dans l'étude. Donc, normalement, une étude qui est bien faite, vers la fin, il va y avoir une section qui s'appelle conflit d'intérêts où ils sont supposés exposer tout conflit possible. Hmm. C'est rarement fait correctement. Si vous cherchez le nom de l'auteur sur Internet, des fois, vous êtes capable de trouver les différentes affiliations qu'il va avoir. Ça vous permet d'avoir des informations le plus poussées puis d'en savoir plus. Mais généralement, c'est dur à trouver, mais si vous êtes euh, débrouillard un petit peu sur Internet, vous êtes capable de le trouver la plupart du temps. Hey, c'est l'ère de l'information, mais ce qui est étrange, c'est que surtout depuis quelques années, ça n'a jamais été aussi facile d'avoir accès à l'information. Ça n'a jamais été aussi difficile de savoir laquelle était la bonne. Ouais. Du coup, parce que j'ai pas envie de finir sur une note inquiétante, est-ce que tu pourrais nous dire, toi, de quelle façon, c'est quoi tes façons principales de te préserver, de limiter la casse, en fait, avec cet environnement, parce qu'on ne peut pas le changer, en fait. Ben oui, vous pouvez changer votre environnement. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres à changer. Encore une fois, c'est vraiment individuel habituellement parce que ça dépend de vous, c'est quoi la pire source dans votre environnement. Ce Ouais. qui est généralement facile à appliquer, même si vous avez un Wi-Fi, un routeur dans votre maison, vous n'en avez pas besoin pendant que vous dormez. Donc la nuit, mettez-le à off ou mettez-le sur un timer automatique qui le met à off durant la nuit. Mm. Même si vous êtes exposé à différentes sources durant la journée, si vous êtes capable d'avoir un 8 heures
relativement isolé de champ électromagnétique pendant que vous dormez, vous allez être capable de récupérer la plupart du temps. Donc, de créer un sanctuaire de sommeil sans champ électromagnétique, c'est vraiment important. Donc, le routeur, c'est une étape. Ensuite de ça, le cellulaire, portez-le pas sur vous. Si vous avez à le porter sur vous, mettez-le en mode avion, aussi simple que ça. Mm. Si vous avez des AirPods ou des écouteurs sans fil, changez-les pour des écouteurs avec fil ou mettez votre cellulaire en mode haut-parleur. Essayez d'avoir le moins possible de choses connectées, que ce soit par radiofréquence, Bluetooth, Wi-Fi, peu importe, sur vous en tout temps. Ouais. Donc, routeur la nuit, texte de ne pas avoir de cellulaire sur vous durant la journée ou la nuit. Même chose durant la nuit. Si votre cellulaire est sur votre table de nuit, ben, soit mettez-le en mode avion ou mettez-le ailleurs que dans votre chambre. Il ne faut pas que ce soit présent pendant que vous dormez. Vous voulez pouvoir récupérer. Ensuite de ça, dépendamment de votre habitat où vous êtes, euh, si votre chambre est collée sur le panneau électrique de la maison, décollez votre lit du mur autant que possible pour être le plus loin de ça. Si vous vivez dans un édifice à plusieurs appartements, je vous conseille honnêtement de faire mesurer les champs électromagnétiques parce que, Ouais. dépendamment, le voisin, son Wi-Fi est où, ça se peut que vous dormiez juste au-dessus, Ouais. donc ça peut nuire à votre sommeil. Encore une fois, c'est vraiment du cas par cas, mais les choses les plus faciles, le routeur la nuit, éteignez ça. Tout ce qui marche de façon électrique, éloignez-le de votre lit. Même si ça n'émet pas de signal, exemple, une lampe, ben, si une lampe a juste, la prise électrique a juste deux embouts et pas le troisième, le ground, la mise à la terre, Ouais. ben, les champs électriques vont être plus élevés. Donc, tout ce qui est connecté à la grille électrique avec juste deux petites plugs métalliques, éloignez-le le plus possible parce que ça crée des champs électriques. Donc, si tu mesures ton courant corporel, comme tu expliquais tantôt, ça va être vraiment beaucoup plus élevé que si tu as juste des choses autour de toi qui ont la troisième prise électrique, Ouais. la mise à la Ouais, terre. d'accord. Donc, éloignez-vous de ce qui fonctionne à l'électricité pendant la nuit, mettez votre routeur à off, puis durant la journée, mettez votre cellulaire en mode avion si vous devez le porter sur vous. C'est pas mal les trois choses les plus faciles à appliquer. Ok. Après ça, c'est vraiment du cas par cas. Donc vous avez vos écouteurs là sans ondes. Exact. C'est un peu le premier accessoire que vous avez comme ça. Est-ce que vous avez prévu de développer une gamme? On a prévu de développer une gamme. Ce Ouais. qui est difficile en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de produits sur Internet qui sont disponibles et qui ne vont pas vous offrir les bénéfices qu'ils vont mettre de Ouais. l'avant. Tu sais, les collants qui bloquent les champs électromagnétiques ou les bibelots qui bloquent les champs électromagnétiques, Ouais. pour l'instant, sur le marché, il n'y en a aucun qui a prouvé de façon véridique que ça fonctionne. Ensuite de ça, le linge ou les couvertures anti-champs électromagnétiques, pour que ça bloque un champ électromagnétique, il faut qu'il y ait une composante métallique à l'intérieur. Du métal, ça agit comme antenne. Donc, si vous mettez quelque chose dans une couverture anti-champ électromagnétique, puis vous êtes capable de couvrir l'objet à 365 degrés, oui, c'est protégé parce qu'il n'y a aucun côté par où les champs électromagnétiques pourraient arriver. Si vous portez une couverte par-dessus vous, que vous êtes assis sur votre divan, et qu'en dessus de vous, il y a un routeur du voisin, ben, au lieu que l'onde du routeur passe une fois à travers vous, elle va passer, rebondir sur la couverte, puis revenir une deuxième fois. Donc, dépendamment de votre situation, avoir quelque chose anti-champ électromagnétique quand ça ne couvre pas un 365 degrés, ce n'est pas une bonne idée. Donc, si vous portez un sous-vêtement anti-champ électromagnétique, centre-ville de New York, avec toutes les ondes qu'il y a là, ça se peut que ça agisse plus comme une antenne, comme plus qu'un répulsant. C'est pour ça que pour l'instant, on n'est pas pressé de sortir tout plein de Mm. produits juste pour pouvoir en vendre. On veut Mm. s'assurer que c'est vraiment de qualité, prouver que ça fait exactement ce qu'on veut. Puis c'est pour ça qu'on y va comme étape par étape. Ouais, ouais. Non, mais je pense que c'est important parce que si. Enfin, c'est pire de sortir un truc et puis après de dire, ah, excusez-nous, on va le retirer parce que. Ou de ne pas dire qu'on va le retirer puis de le laisser Oui. sur le marché juste parce que ça rapporte de l'argent. Ouais, ouais, mais enfin, des fois, enfin, moi, je vois des personnes qui ont une petite, cette espèce de petite plaque collée sur leur téléphone qui est censée enlever les ondes. Mais du coup, parce qu'ils ont ça, ils n'hésitent plus du tout à garder leur téléphone dans la main toute la journée. Ben, c'est pire en fait. Parce que Exact. peut-être que Puis, tu n'avais pas mis, tu t'aurais fait attention, tu l'aurais mis un peu loin de toi, quoi. puis souvent, ces compagnies-là, au lieu de dire bloque les champs électromagnétiques, ils vont dire quelque chose du genre harmonise les champs électromagnétiques dans des fréquences plus santé. Mais ça, il n'y a absolument aucune façon de mesurer si ça fait ça ou pas.
Donc, comme tu as dit, souvent, ça fait en sorte que les gens se disent ah, OK, c'est sécuritaire maintenant, j'ai mon collage, je peux m'en servir puis le garder sur moi. Je dirais que c'est pas tout à fait le cas. Non, mais parce que ça leur évite de faire l'effort de poser leur téléphone plus souvent dans la journée, c'est tout. Exact. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution que celle-là. Ouais, en effet. Et qu'est-ce que tu penses de remplacer le Wi-Fi par un câble Ethernet pour, par exemple, si tu travailles à ton ordinateur? Est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est un peu moins pire? Si vous êtes capable, c'est vraiment mieux. Vraiment, vraiment, vraiment. Par contre, si vous avez, dans le fond, si vous avez un routeur, le Wi-Fi, le routeur va émettre un signal que votre ordinateur va capter. Donc, vous avez une exposition via le routeur et vous avez une exposition par l'ordinateur qui est près de vous. Si vous avez un fil Ethernet, même si le routeur est à on encore, parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre maison qui doit s'en servir, au moins l'ordinateur qui est proche de vous, si vous le pluguez avec le câble Ethernet et que vous mettez son antenne cellulaire Internet à off, vous n'avez pas la deuxième exposition qui vient de l'ordinateur vu que celle-là est annihilée vu que vous avez la connexion directe. Si en plus vous pouvez juste mettre l'option Wi-Fi à off pour que tout soit filé, oui, c'est vraiment mieux. Allez-y pour ça. Ouais, moi j'ai fait ça, mais je savais pas trop. Parce qu'en fait, donc j'ai fait comme ça, j'ai enlevé le Wi-Fi, j'ai mis mon câble Ethernet, mais avec ma petite machine qui mesure la tension induite, à un moment, je mesure mon truc, et puis je sais pas, je vois que ça augmente, ça augmente, ça augmente, et j'avais pas fait attention que je m'étais assise sur le fil sur le câble Ethernet. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je suis pas en train de faire quelque chose de pire en même temps? Enfin, tu vois, quand tu comprends pas vraiment comment ça fonctionne, des fois, t'es perdu, quoi, dans les priorités. Ah, c'est juste que le câble Ethernet n'est pas isolé contre les champs électriques. Donc, si tu touches directement au câble, là, oui, ça va venir à travers toi. S'il est à quelques pieds de toi, non, il n'y a pas de problème. Ouais, ok. Mais donc, ça, c'est quand même quelque chose de facile à faire, moi, je trouve. Si t'es chez toi en train de travailler, tes gosses, ils sont au travail, ben, tu coupes le Wi-Fi et tu te mets le câble, il coûte que 20 balles, c'est rien, quoi. Absolument. Et il y a même des adapteurs pour les téléphones où vous pouvez plugger un câble Ethernet dedans si vous voulez garder accès à Ouais, c'est vrai. Internet avec votre téléphone. Euh, J'irai voir, j'avais pas pensé, mais c'est une bonne idée, ouais. Mm. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Moi, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. J'espère que j'en ai pas oublié parce qu'il y avait des gens qui attendaient vraiment les réponses. Et, euh, si jamais tu es OK pour faire l'épisode sur les champs magnétiques et les différentes sources d'ondes, moi, je serais ravie. Oui, ça va me faire plaisir. Puis encore une fois, si jamais tu as d'autres questions de tes auditeurs, prends la note, puis on y répondra la prochaine fois. Ou si jamais il y a des choses qu'on a dites et que tout n'était pas clair, mettez dans les commentaires. Moi, je ferai le relais avec Mike. Mais en tout cas, ouais, merci beaucoup. C'était comme d'habitude un trop cool moment. Je peux pas te remercier assez d'être venu et de tout ce que tu nous as expliqué. Ça m'a fait plaisir, puis merci à tous les gens qui mettent des commentaires en dessous des vidéos YouTube. J'apprécie de vous lire. Ouais, merci beaucoup. Ça fait plaisir. N'oubliez pas notre petit rendez-vous de dimanche prochain à 20 h sur YouTube pour parler de cheveux et de tout un tas d'autres choses sur la diète cétogène. Merci d'avoir vu cette vidéo et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose. Sucré, vous êtes bien trop bon.